Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et votre écoute pour cette deuxième séance des rencontres du RT14, saison 2025-2026. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samuel Zarka pour parler de son ouvrage intitulé « Ces invisibles qui font le cinéma », paru en 2025 aux éditions des Presses universitaires de France. Quelques mots pour commencer à propos de ces rencontres du RT14, le réseau thématique sociologie des arts et de la culture de l'Association française de sociologie. C'est un projet à la croisée du séminaire et du podcast, né en 2022, qui présente l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous forme de discussions avec des auteurs et des autrices qui ont publié récemment un ouvrage. Ces séances prennent la forme d'un entretien, suivi d'un moment d'échange avec le public. Nous sommes donc enregistrés et le podcast sera diffusé sur le carnet Hypothèse du RT14, sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de streaming. Vous pouvez y retrouver l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Avant de commencer cette discussion avec Samuel Zarka, je vous invite d'ores et déjà à notre prochaine séance avec Maxime Servul et Sarah Lécossais autour de leur livre intitulé « La couleur des rôles ». Cette séance, elle sera animée par Tristan Dominguez et elle aura lieu le mardi 24 mars, ici même au site Pouchet du CNRS, en salle 124 de 16h à 18h. Bonjour Samuel Zarka, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord, chercheur au laboratoire des sciences de l'information et de la communication, le LAPSIC. Vos recherches portent sur les dynamiques de la production cinématographique et audiovisuelle en France et à l'international. Et à l'origine de votre ouvrage, Ces invisibles qui font le cinéma, dont nous allons parler aujourd'hui, il y a votre thèse que vous avez soutenue en 2019 au Conservatoire national des arts et métiers sous la direction de Fabienne Berton, thèse qui était consacrée à la construction des qualifications professionnelles dans les équipes de production de films de cinéma en France sur une longue période, de 1895 à 2018. Et votre ouvrage, il s'inscrit pleinement dans la lignée de votre thèse. Vous y développez une approche socio-historique en vous intéressant à l'émergence de la catégorie de techniciens de cinéma de la toute fin du 19e siècle aux années 2020. À travers cette analyse, vous souhaitez proposer une histoire de ce que vous nommez les invisibles du cinéma, en mettant en avant notamment la dimension collective du cinéma et ce que vous nommez, je vous cite, la mémoire oubliée du cinéma, celle d'un monde du travail en quête de droits pour garantir l'exercice du métier. J'aimerais commencer cet entretien par une question sur votre rapport au terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle relation vous avez avec votre terrain, celui du cinéma et de l'audiovisuel, et pourquoi vous avez choisi de travailler sur cet objet? Merci beaucoup pour cette très complète présentation, Anastasia. Par rapport à... Alors, on commence par le plus difficile, parce qu'il faut que je me connaisse moi-même pour répondre à cette question. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui interviennent. Avant de démarrer la thèse et d'assumer mon désir de faire une recherche longue, etc., j'ai passé pas mal de temps dans l'art contemporain à faire divers jobs. Critique d'exposition, enseignant dans une école de beaux-arts, des choses comme ça. Et donc ça m'avait déjà un peu immergé dans un monde de l'art, quoi. Et en même temps, je voulais faire une thèse sur le travail. Donc, et là, en fait, disons que cinéma, ça faisait un trait d'union un peu. Alors évidemment, on travaille dans l'art contemporain, hein, mais disons que c'était plus évident en première approche de proposer une thèse sur le travail en partant du cinéma. Je crois qu'il y a cette dimension-là qui a permis l'accroche. Il y a la deuxième chose aussi, c'est qu'à l'époque où je concevais le projet de thèse, il y avait un débat, en fait, une controverse professionnelle extrêmement puissante dans le cinéma français, en 2014 à peu près, autour des droits sociaux attachés aux travailleurs du cinéma dans les équipes du film. Et moi, de manière tout à fait fortuite, j'en ai entendu parler à la radio, en fait. Donc ça m'a aussi attiré mon attention. C'est-à-dire, si je prenais cette controverse comme un point de départ pour élaborer un questionnement sur le travail dans un milieu qui est réputé très spécial, le milieu du cinéma, avec cette logique de projet, avec cette dimension d'auteur. Voilà, donc il y a cet élément-là. Et puis peut-être que il y a un truc en fait assez fort, une sorte d'homologie de conditions. Voilà. Moi, je viens d'un milieu qui est un espèce de mixte de milieu populaire et intello.
Et peut-être qu'il y a une sorte de pesanteur de ce déterminisme qui me rapproche aussi des personnes que j'ai enquêtées, en fait, qui sont dans un milieu culturel, mais qui ne sont pas non plus en position de domination comme peut l'être le réalisateur ou la réalisatrice, quoi. Donc ça aussi, c'est peut-être un élément qui m'a rapproché d'eux, une forme de familiarité comme ça avec leurs préoccupations. Voilà, je crois qu'au croisement de ces différents trucs, ça fait une espèce de mélange qui permet de créer un rapport biographique entre mon objet et moi. On va parler de votre corpus, qui est extrêmement riche. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez constitué ce corpus et comment vous avez procédé pour mettre en dialogue les différents types de données ? Le corpus, il s'est défini au fil de l'eau. Donc effectivement, le matériau qui est utilisé, comme c'est une socio-histoire, qui dit socio-histoire implique de partir en quête de traces du passé. Donc archives. Donc dans le cinéma, il y a des archives publiées. Donc déjà, ça facilite la recollection, notamment les archives Feuillade que vous trouvez en bibliothèque. Feuillade, donc un metteur en scène du début du XXe siècle. Les archives de sa correspondance, c'est assez précis. Puis après, les centres d'archives, Cinémathèque française, archives CGT pour la Fédération du spectacle, à Bobigny. Archives, il y avait un centre de documentation du CNC au moment où j'ai fait ma thèse, je crois qu'il a disparu, mais il y avait aussi les archives du CNC là-bas. Archives nationales, donc tout ce qui va regarder cinéma audiovisuel. Des archives aussi de tech, de techniciens, de syndicalistes qui m'ont donné des trucs personnels, en fait, des archives de revues. Donc il faut aller en quête de ces archives-là. Ensuite, je me suis servi de biographie aussi. Une biographie très connue, puisque très, très, très développée, la biographie de Marcel, enfin très connue des gens qui s'intéressent à ces sujets, bien sûr. La biographie du metteur en scène Marcel L'Herbier, donc qui a constitué un point d'appui quand même pour dans toute une partie du bouquin. Puis d'autres biographies de techniciens un peu de toutes les époques. Il y a toutes sortes d'écrits professionnels, de revues, documentation institutionnelle. Voilà, je développe un peu ce que c'est que ce matériau. Et puis à partir pour une période qui commencerait autour des années 70, on peut commencer à retrouver des gens qui ont travaillé à cette époque-là, donc qui sont maintenant assez âgés. Mais du coup, alors là, ressources bien sûr d'entretien, on va dire historique, retour sur l'histoire, archives orales, retour sur les événements qui sont passés. Et puis, se rajoute à ça, il y a un peu de statistiques descriptives, ça aide des fois pour fixer des repères, mais il y a surtout, je me suis fait engager plusieurs fois comme figurant sur des films, donc ça m'a permis d'avoir un pied sur le tournage, alors dans différentes configurations, documentaires sur Arte, et puis d'autres choses, des figurations très classiques sur des films français, voilà, divers. Mais de manière plus systématique, là où j'ai fait des observations un peu suivies, c'était plus au ministère du Travail, parce qu'il y avait la suite de négociations sur la convention collective du cinéma que j'évoquais tout à l'heure, qui a été signée autour de 2013, 2014, 2015. Et là, ça permettait de voir comment les problèmes professionnels sur l'encadrement du travail sont abordés et discutés par, on les appelle comme on veut, mais les partenaires sociaux ou les syndicats d'employeurs et de salariés. Et à l'époque où j'y étais, alors ça, j'ai pas pu le mettre dans le livre, mais c'est dans un article publié récemment dans Travail, genre et société. Là, il y avait un sujet sur les costumières de cinéma, dont la branche professionnelle de habilleuse jusqu'à créatrice de costumes, avec différents étages, avait été mise en cause en fait dans cette convention collective. Et c'était un énorme effort pour cette profession féminine, alors, de manière ultra dominante, quoi, de justifier de revenir à une structuration linéaire. Parce qu'on avait cassé cette linéarité qui part du bas et qui permet de monter. On l'avait transformé en quelque chose de plus compliqué en fonction des budgets de films, etc. Et revenir là-dessus, c'était très difficile pour une profession moins légitime que celle d'opérateur, moins légitime aussi que celle de déco. Alors évidemment, le genre intervient là-dedans, c'est sédimenté, c'est-à-dire que c'est moins légitime depuis longtemps, et notamment le facteur genre intervient. Et donc, c'était très intéressant de voir. Et donc, elles sont quand même arrivées à quelque chose, j'en parle dans l'article, mais pas exactement ce qu'elles voulaient. Mais je vais juste un tout petit peu dériver 2 secondes pour vous dire néanmoins que dans cette discussion corporative, la question du genre de l'emploi, en fait, était omniprésente, mais n'a jamais été explicitée. C'est un des paradoxes, en fait.
C'est-à-dire qu'on jamais sur le tapis, on a fait de... Mais en fait, il y a une dévalorisation parce que, notamment, c'est une profession féminine. Ça a pu être dit à la volée à un moment donné par la CGT, vite fait, qui était sensible à la question, mais on n'en a jamais fait un sujet, quoi. Donc, et j'essaie d'expliquer ça dans le papier. Donc voilà, c'est intéressant d'étudier ces arènes aussi pour comprendre comment ces organisations professionnelles ou ces hiérarchies professionnelles se constituent et qu'elles sont difficiles à bouger. Parce qu'une fois que c'est signé, etc., il y a beaucoup de partenaires sociaux, il y a beaucoup de syndicats d'employeurs. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur un truc, revenir encore là-dessus, c'est complexe. Je ferme cette parenthèse. Mais ouais, après, voilà, ce matériau, il s'est constitué... Voilà, au fil de l'eau, au fil que la recherche était amenée à remonter dans le temps et aussi en ayant à l'esprit des modèles de recherche de référence, en fait. Moi, je pensais en fait à 3 bouquins tout le temps dans la recherche. C'était Noiriel sur les ouvriers en France, donc qui est un peu un des monsieur socio-histoire en France quand même. Et puis le bouquin de Friot sur la sécurité sociale, qui est pareil, se repart très loin en arrière pour développer. Et le bouquin de Didry, et c'est toujours un peu la même démarche, hein, le bouquin de Didry sur le travail. Et je me disais, ces personnes-là, à chaque fois, elles se posent il y a de la sociologie dedans, après socio-histoire, socio-économie, je sais pas quoi, mais ils n'hésitent pas à aller aux archives, quoi. On n'a pas besoin d'être estampillé historien pour aller aux archives et créer une perspective donc sociologique dénaturalisante, en fait, sur un état de fait présent duquel on est parti. Voilà, c'était ça, en fait, le geste. Et après, on bricole avec. Voilà. Je sais pas comment... on peut avoir une discussion là-dessus, mais c'est beaucoup du... Alors, il y a le principe de critique des sources, hein, critique historien, qu'est-ce qu'on peut faire dire à ces sources-là, quelles sont les limites, etc., etc. Ça, c'est quand même assez proche des préoccupations qu'on a en sociologie. Mais après, c'est beaucoup de bricolage, quoi. Réussir à développer à partir de ce matériau composite. Merci beaucoup. On vient d'en parler donc de ce corpus très riche et du fait que votre livre retrace une longue période de plus d'1 siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez procédé pour construire ce livre et pour choisir les éléments que vous y mettez en avant? Alors là, c'est très utile d'avoir fait une thèse avant. Parce que dans la thèse, on a de l'espace pour développer, mais parfois, on peut se perdre un peu dans sa thèse, etc., etc. Et le livre, c'est quand même l'occasion de resserrer le sujet, quoi. Et c'était vraiment ça aussi, l'opportunité du bouquin, de resserrer sur une problématique ou un fil rouge bien défini. Et moi, le fil rouge que j'ai gardé, c'était l'idée que je trouvais pas dans les autres travaux sur l'art, sur le cinéma, c'était que en fait le lien d'emploi est absolument structurant dans l'histoire du cinéma français. Et donc d'où ça vient, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce lien d'emploi, quoi. Et ce lien d'emploi, moi je le vois apparaître dès les grands studios des premiers temps. Je parle beaucoup de Gaumont, rapport Gaumont-Feuillade, donc Léon Gaumont, grand entrepreneur du cinéma du début, de la toute fin du 19e siècle au début du 20e. Et donc ce directeur artistique très important qui succède à Alice Guy. Alice Guy qui a une actualité en ce moment. On va faire revivre cet personnage très important. Mais juste après, donc, il y a Feuillade qui va durer plus longtemps et qui va accompagner toute la structuration de Gaumont comme une grande entreprise de cinéma, de production et tout. Et on voit très bien dans les contrats, des contrats formalisés à l'époque, ce qui n'est pas courant, donc ça montre l'importance du personnage Feuillade, comment le lien d'emploi entre un chef, ce qu'ils appellent un chef de maison, et donc ce directeur artistique se met en place avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Des sécurités, la rémunération, une organisation du travail, des responsabilités de Feuillade devant les autres metteurs en scène de la maison, etc., etc. Et ce lien d'emploi, il est contemporain de l'invention du droit du travail, début du XXe siècle, à partir d'une recollection de jurisprudence, et il va permettre de constituer une forme de colonne vertébrale du cinéma jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au conflit sur la convention collective dont j'ai parlé, en passant par des épisodes réputés indifférents à toutes les normes, donc de manière caractéristique, la nouvelle vague. Or, la nouvelle vague, il y a bien des producteurs qui recrutent des personnes et qui organisent le travail selon une division du travail et des normes de travail qui ont été définies avant, en fait. Donc ils adaptent, ils ajustent, ils changent un peu certaines modalités. Je sais pas, moi, un truc qu'on lit souvent chez les exégètes de la nouvelle vague, c'est que Godard, il court-circuite la script, il l'empêche de travailler. Il veut pas qu'on assure la continuité, il aime que ça saute, qu'il y ait des imprévus comme ça.
Très bien, n'empêche qu'il y a une script qui est quand même là, et surtout, il a quand même besoin d'un opérateur qui est embauché, donc Coutard, qui est embauché par un producteur, il y a un assistant réalisateur, etc., un ingénieur du son, etc. etc. Donc tout ça, ça perdure, et donc cette histoire du lien d'emploi, il permet non plus de s'intéresser juste à des films ou à des filmographies séparées les unes des autres, voire même à des groupes ou des écoles de type Nouvelle Vague ou autre, mais il permet de s'intéresser à une forme de, je crois que j'utilise cette expression dans le bouquin, de grammaire salariale qui est transverse à tous les films en fait. Il y a cette permanence du producteur qui est associée à un réalisateur autour de laquelle s'agrège un collectif de travail. Et ces collectifs de travail divers, ils se mobilisent pour fabriquer ce qu'on appelle des créations cinématographiques diverses et qui se répondent les unes les autres. On essaie toujours le film d'auteur se met toujours à distance du film commercial, et inversement, quand on fait un film commercial, on dit toujours oui, bon, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas que le film d'auteur qui intéresse que un tout petit milieu dans la vie. Je caricature, mais c'est des discours courants. Voilà, c'est cette émulation contrastée en fait qu'il s'agit de faire émerger dans ces conditions sociales de possibilité, c'est-à-dire à partir du travail. Et là, ça me permet de faire un point sur le CNC. Souvent, quand on essaie d'expliquer comment c'est possible que le cinéma, industrie précaire, s'il en est, ait persévéré en France, on répond souvent par le CNC. Donc le CNC, c'est un peu magique, c'est la réponse Joker. Donc le bon père, le bon État paternaliste qui assure, dans une sorte de mécénat d'État, la survie du système. Ce qui n'est pas complètement faux. Le CNC, c'est très important dans la structuration sectorielle, mais ça ne permet pas de comprendre... en fait, ça dit peu sur la manière dont, par la base, on essaie de rendre possible une persistance des personnes dans quelque chose qui serait une carrière ou un parcours, en fait. Ce qui implique de pouvoir être rémunéré de manière normale, de pouvoir surmonter des périodes de latence d'un film à l'autre, ce qui implique qu'une organisation de travail, elle ne soit pas complètement réinventée d'un film à l'autre, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça, le fil rouge. C'est expliqué en dessous, par la base, quels sont les cadres sociaux qui ont permis à cette industrie de persévérer dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Merci. Avant de rentrer plus en détail dans votre livre, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pourriez détailler l'approche socio-historique, dire ce qu'elle permet dans le cas de votre objet de recherche ? Moi, là, je me réfère à Mario et Buton, quoi. C'est deux chercheurs qui ont essayé de donner un peu un contour à cette notion de socio-histoire. Mais du coup, c'est simple et clair. C'est l'idée que c'est de l'histoire, mais saisie par des concepts de sociologie. Et chez moi, c'est sociologie, socio-économie. Voilà. Et dans l'histoire que je fais dans le bouquin, en plus, c'est plutôt une histoire chronologique. C'est-à-dire que c'est un récit que je fais. Et donc ce récit, et les choix qui sont faits, ils sont déterminés par un jeu de concepts qui est posé au début, quoi. Donc une double grille, il y a une grille socio-éco avec l'idée qu'il y a 4 conventions de travail autour des films, une convention auteuriste. Tout le monde se mobilise pour avoir ce que la réalisatrice ou le réalisateur veut. Une convention commerciale qui fait intervenir là-dedans des critères de retour sur investissement en référence à des succès passés. Donc on va faire intervenir un casting prestigieux, une intrigue pas trop bizarre, et puis des modalités de filmage assez balisées. Et puis 2 autres, une convention industrielle en fait, qui pousse la dimension commerciale plus loin dans une forme de sérialité, référence à des standards qui reviennent tout le temps, standards de budget, standards de mise en scène, standards de narration. Donc la série actuelle, ça répond à ça, quoi. Et puis une convention d'innovation, l'innovation, c'est pas les styles des auteurs, ça existe, mais c'est pas de ça que je parle. C'est l'idée que l'histoire du cinéma, elle est constamment traversée par des innovations technologiques, des ruptures technologiques constantes, et plus ou moins grosses. Alors le Steadicam, par exemple, la caméra mobile, là, c'est une rupture technologique importante, mais il y a des ruptures majeures, comme le passage au parlant, ou la numérisation, et là, son développement à travers l'IA. Et donc ça, en fait, c'est une constante de l'histoire du cinéma. Il faut l'intégrer quand on veut l'aborder en transverse, à mon avis. Donc ça, c'est une grille d'analyse. Et l'autre grille d'analyse, c'est les relations professionnelles, en fait.
C'est-à-dire l'idée qu'il y a une politique du travail qui est en œuvre sur tous les films. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies professionnelles, il y a des négociations autour de combien on va être payé, pour combien de temps. Ah, mais j'accepte de faire des heures sans être payé, ok, mais au nom de quoi? Ok, le film il est bien, machin. Enfin, c'est constant. Il y a toujours des petites controverses comme ça au niveau à la base. Et puis, il y a une gradation qui emmène ces controverses jusque dans des arènes formalisées. Et c'est ce dont je vous parlais au début. Au ministère du Travail, on donne les cadres généraux dans le cadre d'une négociation collective. Et on établit la loi de la profession comme ça. Et puis, entre ces deux pôles, le plus informel et le plus basique et le plus institutionnalisé, il y a des actions collectives, des mobilisations plus ou moins bruyantes, dont récemment, il y a eu un gros mouvement dans l'audiovisuel en 2023 sur les salaires et tout, à la suite de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, les grèves des scénaristes et tout, quoi. Donc voilà, c'est les deux grilles d'analyse et la socio-histoire. Donc faire un récit en mobilisant ces deux grands cadres en fait que je fais jouer pour sélectionner en fait ce qui va être structurant dans ce récit. Vous commencez votre livre avec une première partie intitulée « Naissance d'un monde » et le premier chapitre commence au début du XXe siècle sur la naissance de ce que vous nommez la grande entreprise de cinéma. Dans ce chapitre, vous revenez sur la structuration professionnelle de ce monde, sur l'émergence d'une coordination de travail entre différents métiers et sur le développement de grandes firmes de cinéma comme Pathé et Gaumont. Vous commencez votre propos en partant de 3 films du début du XXe siècle et en considérant que ces films portent la trace d'une évolution de la façon de faire des films. Est-ce que vous pourriez expliquer dans quelle mesure cette trace, elle peut être visible et pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer votre livre par ce type d'analyse ? Avant même de parler de ça, je parle quand même de La Nuit américaine de Truffaut, donc il y a un film sur un film pour mettre en place certains éléments, avec cet avantage que là, on a une scène de travail qui est certes fictionnelle, mais au moins que tout le monde peut voir. Donc c'est pratique comme référence. Et après, même si c'est romancé, il y a des trucs un peu bizarres, mélodramatiques et tout, mais il y a quand même des trucs qui correspondent quand même à peu près à comment ça se passe sur un film d'auteur. Et là-dessus, je redémarre en parlant de films qui, par contre, sont très peu connus, sauf de super spécialistes, super spécialisés. Donc, c'est vraiment le tout début du cinéma français. C'est quand même des films classiques, hein, qui sont dans les encyclopédies du cinéma, quoi. Histoire d'un crime, de Zeka, etc. C'est quand même des films importants. Parce que ils ont marqué chacun à leur manière une petite... c'est le marqueur d'un petit basculement à chaque fois. Et le propos, c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord dire... je repars du début du cinéma et comme tout le monde, façon de parler, hein, mais la plupart d'entre nous avons une idée absolument... confuse de ce qu'a pu être le cinéma des premiers temps. Bon voilà, c'est un truc, il y a pas de son, c'est bizarre, enfin c'est un peu arriéré, quoi, c'est un peu primitif. Or en fait, toute la grammaire, ce qu'on appelle la grammaire du cinéma, le plan, le découpage du plan, le montage alterné, je sais pas moi, le gros plan aussi, le fait que les personnes ne rentrent pas forcément par les côtés de la scène, petit à petit, ils rentrent par d'autres endroits du décor. Enfin, tous ces éléments de langage typiquement cinématographique, en fait, ils se mettent en place à cette époque-là. Ils se mettent en place très vite. Donc, les débuts du cinéma, c'est vraiment une expérimentation collective, puisque c'est à l'échelle de tous les petits tournages qui se font à l'époque, où on met en place les premiers éléments qui vont servir jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une période de créativité collective dans la mise en place de cette grammaire commune, grammaire filmique pour le coup. Et donc ces 3 films, ils permettent de le montrer, quoi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez rustique au début, même s'il y a quand même l'invention du flashback dans l'histoire d'un crime, hein, c'est quand même pas rien. Je sais plus l'année exacte, je crois que c'est 1900 ce film de mémoire, voire même avant. Il y a ça, on passe ensuite au film d'art. Le film d'art avec ses beaux décors, avec un jeu d'acteur qui est plus poussé et plus subtil, etc. Mais qui reste quand même au niveau du théâtre. Et puis ensuite, il y a un épisode de Judex, qui est donc un épisode d'une série de l'époque. Donc il y avait déjà des séries d'ailleurs à l'époque, qui fonctionnaient avec des sortes de romans feuilletons qui sortaient en parallèle. Et donc ça, c'est un film signé Feuillade, où là... alors c'est vrai qu'il n'y a pas de son, même si à l'époque on montrait les films souvent avec un orchestre qui faisait une sonorisation en fait. Mais par contre, à part ça,
on est proche d'un policier contemporain, quoi. Je veux dire, les types, les scènes on se tire dessus. Il y a une intrigue mystérieuse. Il y a toutes sortes de personnages et d'intrigues qui s'entremêlent. Enfin, c'est vraiment déjà très élaboré. Et donc, mettre en vis-à-vis ces différents films qui sortent à quelques années d'écart, ça permet de montrer déjà toute cette progression, en fait, dans la complexité de ce qu'on est capable de raconter par un film. Et donc, moi, j'en infère que si on monte en complexité, en densité scénaristique, en complexité dans la mise en scène, etc., ça ne peut que reposer sur une transformation du travail. C'est-à-dire qu'en amont, il faut que les choses aient changé aussi, quoi. Donc ça permet d'introduire par des films ce dont on va parler en gardant le lien entre production et produit, en fait. Et c'est là que ça permet d'engager sur, finalement, il y a quand même 2 grandes entreprises qui dominent à l'époque, c'est Pathé et Gaumont, qui sont donc des lieux d'expérimentation, à la fois des lieux d'expérimentation, où on continue à travailler des effets spéciaux de toutes sortes, et en même temps des lieux de routinisation, c'est-à-dire qu'il y a des manières de travailler, il y a une division du travail qui se stabilise et qui permettent de produire en grande quantité, puisqu'à l'époque, l'enjeu, c'est produire beaucoup pour inonder le marché mondial. Donc voilà la réponse à la question pourquoi je démarre de 3 films relativement oubliés, quoi. Justement, vous abordez ensuite le moment d'industrialisation de la production et vous revenez sur le rôle d'Alice Guy, directrice artistique chez Gaumont au début du XXe siècle. En parlant d'Invisible, il y a justement eu, vous en avez parlé, une réhabilitation médiatique, si on peut dire, récente d'Alice Guy et du rôle qu'elle a joué dans le cinéma. Vous racontez qu'elle a quitté ses fonctions en 1907 pour suivre son mari à New York, qui a été envoyé en mission par Léo Gaumont. Elle va alors recommander Louis Feuillade pour sa succession à la direction artistique. Et vous écrivez que, je vous cite, « Ce geste sanctionne durablement le passage au masculin de la fonction de directeur artistique d'un grand service de production filmique et plus généralement de réalisateur, et que ce changement dans le genre de l'emploi inscrit la mise en scène de films du côté du sérieux économique et d'une lutte entre hommes pour la reconnaissance autoriste. » J'aimerais que vous explicitiez ce point. Et je me demandais aussi s'il existait des traces de l'existence d'autres femmes présentes dans l'entourage d'Alice Guy à ce moment-là qui auraient pu potentiellement être nommées pour lui succéder. Alors oui, tout à fait, le sérieux économique versus le stéréotype de la frivolité rattachée au féminin. En fait, c'est tout à fait... c'est un peu miraculeux qu'Alice Guy soit devenue un peu une des premières réalisatrices de films, enfin réalisatrice. La première réalisatrice, mais dans le groupe de toutes les personnes qui mettent en scène pour le cinéma, elle est aussi pionnière. Puisque au début, elle était l'assistante, c'était une sorte de secrétaire de Léon Gaumont, et lequel ne prêtait aucune attention et aucun avenir à la production cinématographique, qu'on n'appelait pas production cinématographique. Et en fait, découvrant le succès commercial, et à l'époque, qu'il conçoit à l'époque comme valorisation des appareils de prise de vue qu'il fabrique, de cette chose, et au regard du départ d'Alice Guy, qui est donc attachée à son mari, d'une certaine manière, puisque son mari est envoyé par Gaumont pour gérer des affaires aux États-Unis, et elle s'en va avec lui, comme par hasard, c'est un homme qui prend la suite, alors que donc, cette fameuse production est devenue une affaire sérieuse. Donc il y a 2 choses qui se mélangent là. D'abord, les choses sérieuses, ça se partage entre hommes. Je veux dire, c'est tout à fait le ton de l'époque. Mais par ailleurs, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, j'ai identifié aucune femme qui était en position d'occuper, de passer de metteur en scène à directeur artistique. Les autres metteurs en scène qu'on a chez Gaumont à l'époque, c'est des personnes comme Victorin Jassé, qui a été l'assistant d'Alice Guy à un moment donné, ou Léonce Perret, mais donc qui sont des hommes en fait. Et c'est parmi ces hommes-là qu'il y a Alice Guy elle-même qui recommande Feuillade comme étant quelqu'un de fiable. Donc voilà, peut-être qu'il y avait une femme, mais moi je l'ai pas trouvé dans les archives, je l'ai trouvé chez aucun historien. Et donc ça, c'est un peu un moment de bascule, ce que j'essaie de faire passer, parce que d'ici qu'on ait vraiment un contingent de femmes à les mises en scène conséquent, ça va prendre plusieurs décennies. Il y a toujours une Agnès Varda qui se balade par-ci par-là, mais c'est extrêmement minoritaire, quoi. Voilà, et faudra. Alors après, là, j'ai pas les statistiques en tête, mais le développement, ça doit être à partir des années 70 que progressivement, on a de plus en plus de femmes qui se projettent et qui deviennent metteurs en scène. Et donc, à la suite d'Alice Guy et de Louis Feuillade,
Vous dites qu'il y a l'émergence d'une action organisée autour de la figure du metteur en scène, avec donc une affirmation auteuriste. Et est-ce que vous pouvez détailler la mise en place de cette organisation, donc autour de la figure du metteur en scène, la décrire et nous dire quels échos elle trouve encore dans l'organisation collective aujourd'hui dans le cinéma? C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de feuillade, ce qui est intéressant parce que finalement, il n'est pas très connu en dehors des super spécialistes des pré-années 20, quoi. Et alors qu'il est très important. Parce que oui, il illustre notamment aussi non seulement le passage du féminin au masculin, voilà, comme ça, dans la direction artistique de la firme, mais aussi le passage l'affirmation d'un statut d'auteur, quoi. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'il est au cœur d'une grande firme. Alors quand je parle d'une grande firme, ça veut dire qu'au but de Chaumont, vous avez un établissement industriel, au centre duquel vous avez une grande verrière qui va ensuite être opacifiée, quoi. Mais au départ, le studio de tournage, c'est une grande verrière pour la lumière du soleil. Et tout autour, vous avez plein d'établissements pour la fabrique de mécanique, pour la fabrique d'appareils de prise de vue, appareils photo, etc. Menuiserie, peinture. Vous avez aussi des établissements pour le tirage. Donc, on fait venir de la pellicule et on tire les films, en fait. Donc voilà, c'est vraiment une firme intégrée, typique de la seconde révolution industrielle, dans laquelle le cinéma des débuts s'inscrit complètement, quoi. Et à l'intérieur de ça, vous avez un type qui va revendiquer et même faire reconnaître auprès de son chef de maison, de son employeur, qui est une sorte de despote, hein, je veux dire, c'est comme ça que ça marche, son statut d'auteur de film. Et en fait, je peux le dire parce que ça apparaît comme tel dans les contrats de feuillade. C'est-à-dire que ça apparaît progressivement. Au début, il est dit auteur dramatique, ce qui renvoie encore à la référence au théâtre, hein. Le cinéma des premiers temps, il puise beaucoup au théâtre, dans la manière dont il conçoit la scène, et puis dans son recrutement du personnel de renfort. Donc les menuisiers viennent du théâtre, les comédiens ils viennent du théâtre, voilà, c'est beaucoup ça. Le mot même de metteur en scène. Et puis, alors là, c'est un contrat de 1914, et dans le contrat suivant, 1918, tout à coup, on a Louis Feuillade, auteur de film et directeur artistique. Et donc là, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas auteur de film au début du contrat sans qu'ils aient réfléchi à la question les types qui ont signé ce contrat, quoi. Et en fait, ça veut dire que ça correspond au fait qu'effectivement, à l'époque, Feuillade est en train de s'affirmer comme l'un des principaux auteurs donc, de séries à l'époque. Donc en fait, c'est Les Vampires, Fantomas. Donc c'était des films, c'est comme les séries d'aujourd'hui, sauf que c'était projeté au cinéma. Donc c'était des séries à épisodes, voilà. Avec un feuilleton qui paraissait en parallèle. Et sur les affiches, vous aviez le nom de l'auteur de l'histoire originale, Arthur Berned ou autre. Vous aviez le nom de Feuillade, donc mise en scène par Feuillade. Et enfin, vous aviez la Marguerite de Gaumont, quoi. Donc c'est plus seulement la firme qui s'affirme comme au tout débarrage. On effaçait, on invisibilisait complètement les personnes parties prenantes de la production. Là, on a vraiment l'affirmation d'un metteur en scène. Ça se déduit de tout un travail de reconnaissance critique du metteur en scène qui a déjà commencé, confère Stéphanie Salmon sur ce sujet-là, avec le metteur en scène Albert Capellani. Et se rajoute à ça que Feuillade, dans son contrat, il est dit qu'il aura le droit de refuser de signer un film qui, au final, ne correspondra pas à ce qu'il voulait. Donc, on est tout à fait dans le droit moral, là. Même si c'est en conflit, enfin, il y a un conflit latent avec le producteur et Léon Gaumont qui garde la main, lui, s'il veut, parce que c'est quand même l'employeur. Donc, ça, c'est typique, c'est une grammaire du conflit qui dure des dizaines d'années et que le droit d'auteur à la française voudra résoudre, quoi. En 1957, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et enfin, point capital, c'est que, en fait, non seulement c'est un auteur de film, mais on pourrait même dire que Feuillade est un showrunner. Donc showrunner façon Éric Rochon aujourd'hui, le bureau des légendes, ce genre de choses, puisqu'il est directement intéressé aux recettes de ses films, au sens où on ouvre un compte, Gaumont ouvre un compte interne à la firme, et les recettes nettes des films de Feuillade atterrissent sur ce compte, donc après amortissement, des frais généraux, etc., atterrissent sur ce compte et elles sont partagées à 50-50 entre les établissements Gaumont et Feuillade. Donc là, on est dans quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, j'étais vraiment très frappé de ça. C'est-à-dire que Gaumont a un type qui est tellement rentable sur le marché qu'il accepte, pour l'encourager à produire, de partager ses gains à 50% avec le type. Donc on est vraiment dans une situation de showrunner contemporain, du showrunner au sens fort américain, qui est donc le producteur, à la fois le producteur et le superviseur artistique général de la production, quoi.
Et donc voilà, ça se met en place avec Feuillade. Et donc c'est très intéressant de voir que ces dispositifs-là, ils sont réinventés aujourd'hui, mais ils se mettent déjà en place à l'époque. Alors, on va passer au chapitre 2 de votre ouvrage. Vous commencez ce chapitre 2 avec la mobilisation des travailleurs de la production cinématographique en 1934 à Paris, dans un contexte de crise économique et de chômage. Et vous écrivez notamment qu'une rhétorique xénophobe est adoptée par la Fédération nationale des syndicats d'artisans français du film. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rhétorique xénophobe que vous mentionnez plusieurs fois dans votre livre, sur la manière dont elle s'est développée au fil du XXe siècle et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait la retrouver encore aujourd'hui ou pas? Alors, cette rhétorique xénophobe, elle est plusieurs. Il y a plusieurs fils là encore. Je pense que, bon, je ne suis pas un spécialiste de la xénophobie, les antisémitismes, etc., mais on est quand même. Moi, je mettrais ça dans un sillage affaire Dreyfus, quoi, ou post-affaire Dreyfus. Quoi. Il y a quand même une dimension antisémitisme politique, ou racisme politique qui est déjà installée. C'est une tradition politique, action française, etc., etc. Donc ça existe. Se rajoute à ça la crise des années 30, avec le chômage, qui frappe le cinéma. Et donc là, c'est un terrain propice à chercher un bouc émissaire. D'accord ? Donc il y a évidemment cette dimension-là qui intervient dans le fait que tout à coup, cette rhétorique xénophobe, elle émerge parmi une élite de techniciens installés de l'époque, qu'on n'appelle pas des techniciens d'ailleurs, on appelle ça des artisans du film, et en particulier parmi leurs porte-voix réalisateurs, qui travaillent beaucoup, comme André Berthomieux, qu'on a complètement oublié par ailleurs. Mais si j'ai rien vu, parenthèse, j'ai rien vu de Berthomieux, mais si j'en crois Bertrand Tavernier, il a tout fait pour qu'on l'oublie, ça n'a aucun intérêt. Mais bref, à l'époque, il est quand même reconnu parce qu'il engrange des entrées, et il est quand même un des principaux représentants de cette rhétorique. Et on se rajoute à ça aussi un élément, c'est qu'on a quand même dans les années 30 jusqu'à 39, 40, enfin bref, la drôle de guerre, etc. On a quand même beaucoup d'émigrés qui viennent d'Europe de l'Est et qui arrivent en France et qui investissent notamment les milieux du cinéma. Et ces émigrés, ils sont souvent juifs. Donc tout ça vous fait un cocktail explosif. Alors, soit juif, soit réel, soit supposé, hein, parce que des fois, il suffit qu'on ait un nom un petit peu qui sonne un peu Europe de l'Est pour que voilà, on soit considéré comme tel. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit donc cette rhétorique où il y a une élite d'artisans du film. On est aussi dans un dynamisme syndical qui est très fort et qui va prendre tout son éclat pendant le Front populaire. Mais tout ça, ça se prépare, d'accord ? Et donc, on a un mouvement corporatif qui se forme parmi les artisans du film, autour de métiers, les metteurs en scène, les décorateurs, etc. Et ce discours xénophobe, il va permettre de ne pas entrer dans un conflit ouvert et de face avec les producteurs qui, par ailleurs, ont eux-mêmes leurs problèmes. C'est-à-dire que les producteurs de cinéma, eux-mêmes, sont frappés par la crise. Il y a des grands studios qui sont en grande difficulté, en particulier Pathé et Gaumont, qui ont survécu après différentes affres, mais qui sont sauvés par l'État, en fait. Il y a beaucoup de faillites d'entreprises, donc voilà, il s'agit de ne pas rentrer de face avec des producteurs qui n'honoreraient pas leurs engagements sur divers contrats, avec des films qui s'annuleraient, etc. Donc on contourne l'obstacle et on dit, en fait, il y a trop d'étrangers en fait sur le marché du travail et ça empêche les vrais les Français en fait de travailler. Donc bon voilà, hein, c'est un discours qui a une actualité. Et en fait, on va avoir une CGT qui émane des studios et des laboratoires, qui va avoir un discours différent, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et maintenant, est-ce que ce discours-là, encore deux choses, c'est que ce discours-là, c'est quand même un discours, on va dire, officiel de ces artisans du film, de la tête de ces artisans du film qui se réunissent en fédération, mais il est probable qu'au sein des personnes agrégées dans ces groupes, on n'est pas que des racistes obsessionnels. Hein. Il y a déjà beaucoup de travailleurs étrangers, des Belges, des Américains ou des Allemands. Je veux dire, la sonorisation des studios en France, c'est beaucoup les Allemands, d'accord ? Donc il y avait déjà beaucoup d'étrangers qui travaillaient en France. Il y avait des juifs aussi, des techniciens, des artisans juifs. Et il est probable que pour eux, ce rassemblement, c'est plutôt une manière de faire un peu corps et de faire sociabilité dans un contexte professionnel compliqué. Donc voilà, on peut être prudent par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que... Et la deuxième chose, ça nous renvoie à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire les suites. Là, moi, en fait, on m'a parlé ensuite des techniciens âgés mais vivants. M'ont parlé de discours aussi xénophobes, mais moi, j'ai rien de systématique
ou de systématiser par rapport à ça, c'est peut-être du racisme ordinaire, ça je sais pas trop. Mais par contre, ce que je peux voir, c'est quand même que dans l'histoire du cinéma français, il y a quand même la constante de logique un peu ségrégative, quoi. Il y a quand même la noblesse et le reste, quoi. Et y compris dans le champ syndical, qui est quand même une caisse de résonance des représentations professionnelles, c'est très clair, il y a un syndicat dans le cinéma français de salariés qui, jusqu'à aujourd'hui, maintient une différence, on va dire, de nature entre ce qui est le cinéma et ce qui est en fait la fiction de cinéma, et le reste, c'est-à-dire la télévision, qui est associée en fait à ce qu'ils appellent le flux, c'est-à-dire l'émission de télévision, d'accord ? Donc il y aurait une différence, alors parfois ils séparent plutôt fiction et flux, parce qu'on voit bien que la fiction TV maintenant, c'est un peu comme le cinéma, donc on ne peut plus faire une division radicale, le cinéma, etc. Mais cette logique de ségrégation, en fait, elle a des conséquences bien concrètes. Et moi, je me questionne, là c'est plus un questionnement sur, en fait, est-ce qu'on n'a pas le concept de ségrégation ou de racisme, est-ce qu'il n'est pas, la réponse est dans la question, hein, mais est-ce qu'il n'est pas, c'est pas quelque chose de mobile qui se décline en fait en fonction des contextes dans lesquels il s'exprime. C'est-à-dire qu'il y a dans un contexte, il y a des contextes où ça peut être plus porteur, si j'ose dire, d'être d'être racisme en termes de race, mais d'autres où on va être raciste en termes de population professionnelle, et on va essayer de dissocier ceux qui sont plus nobles de ceux qui sont moins nobles, et de faire des différences qui vont être ensuite institutionnalisées. Donc, par rapport à ce que je viens de dire sur le cinéma, les hauts salaires, etc., et des genres qui sont en fait un peu la lie de la profession. Alors, la lie de la lie, c'est évidemment la télé-réalité, qui est vraiment le bas de gamme. Et sur ce sur quoi je suis en train de travailler pour montrer que c'est pas si clair, c'est pas si simple cette affaire-là. Ma prochaine question, elle prolonge un petit peu cette discussion sur, justement, face à cette rhétorique xénophobe, vous l'avez dit, la CGT, elle va développer une rhétorique de classe non xénophobe qui va critiquer l'exploitation du travail ouvrier. La CGT, elle va lutter pour une vision unifiée du salariat cinématographique qui va intégrer la classe ouvrière face à un groupe notamment de metteurs en scène conservateurs et élitistes qui ne veut pas de cette unification avec le monde ouvrier. Ce groupe, il est représenté par le syndicat des techniciens de la production cinématographique qui rassemble les anciens syndicats des artisans. Et donc, on a une opposition entre les techniciens anciennement appelés artisans et les ouvriers qu'on va retrouver, donc cette opposition, au cœur de la négociation des premières conventions collectives du cinéma en 1936 à la suite des grèves. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce clivage fait écho à une problématique centrale qui revient tout au long de votre livre, qui est celle de la lutte autour des frontières professionnelles entre différents groupes professionnels, justement? Là encore, on voit que faire retour sur le passé, ça permet d'éclairer une actualité. Aujourd'hui, on a des débats qui se fondent sur cette controverse-là, qui est effectivement où passe la frontière entre la population qui est vraiment liée au produit film, qui est donc dans une phase de valorisation à l'époque. Hein. On est passé au parlant, il y a déjà la notion d'auteur, on commence à concevoir que le film, c'est aussi, j'utilise le lexique de l'époque, mais un outil de propagande, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un outil pour faire le rayonnement national à l'étranger. Je rappelle que le mot propagande est très neutre à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où c'est dépréciatif. Et donc, quelle est la population qui est attachée à ce produit film et quelle est la population qui ne bénéficie pas de son rayonnement symbolique, quoi. Donc là, à l'époque, la controverse, c'est ça. Donc on va avoir des artisans du film qui vont être requalifiés de techniciens du cinéma dans le cadre de premières conventions collectives, qui sont en fait la noblesse de l'art. Et on va avoir une population ouvrière, donc les studios de production d'un côté, et donc beaucoup de peintres, décorateurs, menuisiers, électriciens, des trucs comme ça. Et à côté, on va avoir des femmes qui travaillent dans les laboratoires de tirage. Et donc ça, dans le cadre d'une controverse sur les premières conventions collectives, on va séparer les deux. Il va y avoir une convention collective qui donc donne le périmètre d'un groupe technicien, avec le réalisateur au sommet, et puis le directeur de production, et juste tout en bas de l'échelle, on a l'habilleuse. Il y a aussi une hiérarchie interne là-dedans, hein. Et on a un vaste groupe ouvrier et mixte, hybride, avec les ouvriers des studios et les ouvrières des labos.
Et à l'issue donc d'une controverse qui a porté sur, en fait, est-ce que c'est légitime de faire ça ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule industrie du cinéma avec tout le monde dedans? Et ça, c'est le discours de la CGT. La CGT, elle émane des studios et labos. Elle est extrêmement populaire à l'époque parce qu'elle a mené la grève du Front Populaire dans le cadre du vaste mouvement du Front Populaire. Et donc, on va retrouver momentanément à la CGT des réalisateurs comme Jean Renoir ou Germaine Dulac, par exemple. Et qui a un discours unifiant, en fait, qui dit il faut une seule convention collective, après on donne des détails, mais c'est de dire on est tous, on émerge tous. Et en fait, bon an, mal an, mutatis mutandis, en fait, cette controverse, elle se répète dans le temps. Elle va se transformer dans les années 80 en est-ce qu'il n'y a qu'un seul groupe des techniciens et réalisateurs de cinéma pour l'ensemble du champ audiovisuel, ou est-ce qu'on sépare cinéma et audiovisuel, ou audiovisuel veut dire pour la télévision? Et encore aujourd'hui, c'est la controverse dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'il n'y a qu'un seul groupe qui est l'audiovisuel? Parce que ça y est, maintenant c'est acté, il y a le cinéma d'un côté et l'audiovisuel de l'autre. Mais dans l'audiovisuel, est-ce qu'il y a l'audiovisuel et c'est tout ce qui est à destination de la télévision et Internet? Ou est-ce qu'on redécoupe? Et donc, si on redécoupe, c'est un peu l'état du débat aujourd'hui. Vous avez la fiction en haut, vous avez ce qu'on appelle le flux en bas. Entre les deux, vous avez le documentaire, qui a un statut un peu indéfini. Et puis même, on va refaire des découpages. On va dire, même dans le flux, il va y avoir ce qui va être émission de plateau. Et puis le dernier étage, qui va être la captation d'événements, où on considère qu'il y a un syndicat qui dit que captation d'événements, de spectacles vivants, etc., tu plantes une caméra et t'attends. Donc, voilà, c'est vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de création, etc. Alors que quand on va voir vraiment comment ça se passe, souvent, c'est pas si simple. Hein. Il y a souvent des appareils compliqués à gérer, beaucoup de choses à faire, de la polyactivité, etc. Bref. Et ça, c'est une constante, en fait. On a, depuis les années 30, un mouvement qui est en fait, représenté par une frange, on va dire, marginalisée et la plus invisibilisée, qui dit les mêmes droits pour tout le monde, les mêmes conditions pour tout le monde, le cadre social le plus unifié et le plus englobant, et une frange plus corpo, qui va dire non, en fait, on différencie. En fait, il y a nous et il y a les autres. Et cette ligne de clivage, à un moment donné, elle passe même au sein de la CGT. C'est-à-dire que la CGT, c'est pas parce que c'est la CGT qu'elle est indemne de ça. C'est que ça passe à l'intérieur, avant que ça se redispatche dans différents syndicats. Donc, voilà, c'est un peu ça, le point. Ça, c'est un fil rouge du bouquin. Donc, merci d'avoir posé la question. Pour parler un petit peu des ouvriers et ouvrières, c'est parce que si on parle des invisibles qui font le cinéma, est-ce que vous avez pu avoir accès à des traces de personnes plus anonymes qui ont fait les mobilisations, mais qui n'ont pas forcément été les plus visibles? Vous mentionnez Robert Gerville, représentant de la CGT dans les années 30, mais est-ce que justement il y a des traces d'ouvriers et d'ouvrières et de leur mobilisation à cette époque? En fait, il y a les archives photographiques de la CGT qui permettent de montrer les grèves du Front Populaire dans les studios surtout et un petit peu dans les labos. C'est là qu'on voit vraiment que c'est des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Sur les photos, voilà quoi, c'est ce qu'on voit. Il y a aussi tout cet esprit Front Populaire où en fait les grèves étaient quand même des moments de joie en fait, où les types passaient la nuit dans leur établissement, jouaient au foot, faisaient des balles. Voilà, ça on le voit dans les photos. Donc c'est un peu, tout à coup, on n'a plus cette pesanteur du productivisme qui nous accable un peu, quoi. Et donc on les voit. Après, sur les noms, souvent, les noms qui apparaissent dans les archives, c'est souvent des noms de personnes qui prennent des responsabilités. Donc Gerville, il est au cœur du jeu, donc c'est un monteur. On est au mixte entre le monde industriel et le monde créatif. Hein. C'est pas anodin que ce soit un monteur qui fasse la jonction, qui soit porteur d'un message quand même sur reconnaître les invisibles à l'époque. Bon, il a une vie un peu rocambolesque par ailleurs. Ça a été un passeur du cinéma soviétique à l'époque. Enfin, il a fait plein de trucs. Et autour de lui, mais on sent qu'il a un profil un peu intello. Je sais pas exactement d'où il vient. J'ai pas trouvé. Même Tanguy Perron qui connaît bien, c'est pas clair. Mais par contre, les personnes qui l'entourent, comme René Houdet, électricien, ou Charles Chézot, peintre, c'est vraiment des profils ouvriers, quoi. Et donc, moi, là, je peux citer des noms parce qu'ils apparaissent sur les archives nommément, ils prennent des responsabilités dans le syndicat, et même Charles Chézot, il deviendra le secrétaire général de la Fédération du spectacle après-guerre. Donc, va devenir quelqu'un de très important. Donc voilà, après, malheureusement, c'est difficile, on est loin d'avoir les noms de tout le monde. Et plus c'est bas dans la hiérarchie sociale, plus c'est le cas, en fait.
une petite anecdote, à un moment donné, le syndicat des travailleurs du film, donc des industries du film, les studios et tout ça, il s'enorgueillit d'avoir recruté plein de techniciens. C'est écrit dans son bulletin. Et il nomme tous les techniciens un par un qui ont été, mais même les accessoiristes. Les accessoiristes sont nommés, donc on a je sais pas combien de centaines de personnes qui adhèrent. Mais on laisse toujours non nommer les ouvriers. C'est une dialectique intéressante quand même. Et sur les temps présents, et là, ça me permet de rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début, c'est-à-dire que le bouquin, il essaie aussi de ramener à la mémoire des choses qui ont été oubliées. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont joué un rôle absolument crucial au sens où, pas en tant que... au sens où c'était des personnes à l'intérieur d'un réseau de personnes, bien sûr, mais restons sociologues, mais elles incarnent ou elles ont cristallisé une controverse très forte. Robert Jarville, c'est le cas. Mais plus récemment, on a eu des personnes comme Anita Pérez ou Eva Fejles, qui sont toutes les deux monteuses, comme quoi il y a de la continuité dans cette histoire, qui dans les années 80 faisaient partie d'un petit groupe de personnes qui étaient au cœur des débats dont je vous ai parlé, c'est-à-dire où fait-on passer la frontière professionnelle entre le cinéma, l'audiovisuel, etc., etc. Et ces personnes-là, elles sont vivantes, on peut dire qu'elles sont un petit peu âgées maintenant, mais vous pouvez les rencontrer. Et elles ont une mémoire très vive de la manière dont, quelque part, quand elles étaient jeunes, dans les années 80, quand elles avaient la trentaine en gros, et qu'elles commençaient dans le métier, qu'elles étaient monteuses. Anita Pérez, elle était monteuse de documentaires en audiovisuel, ce qui fait triple ségrégation, parce que ça s'oppose terme à terme à l'époque aux chefs-op de fiction de cinéma. Donc on a chef-op fiction cinéma, qui sont des hommes, versus monteuses de documentaires audiovisuels, qui sont des femmes en plus. Donc on a une sorte de miroir inversé, et elle vous raconte de manière extrêmement précise, c'est-à-dire que j'ai contrôlé après ce qu'elle a dit dans les archives, et tout est exactement pareil, sauf un petit truc qu'elle a un peu transformé, faut vérifier, mais le nombre de votes lors d'une assemblée générale, mais à part ça, c'est nickel. La continuité de ces clivages, c'est-à-dire le moment où c'est vrai que des héritiers d'une tradition cinématographique hégémonique arrivent dans les années 80, donc ils ont fait un peu le cinéma français dans les années 50, 60, 70, ils tiennent la profession et ils veulent pas que le tout venant de la télévision naissante, issu de l'ORTF, qui font des magazines, viennent empiéter sur leur plate-bande, quoi. Et c'est une lutte épique, en fait, pour faire reconnaître que, et là je vais citer des mots qui reviennent dans les débats actuels, que en fait ce sont les mêmes métiers. Qu'être monteur de documentaire pour la télévision ou pour le cinéma, c'est faire du montage de documentaire. Et qu'on peut passer de l'un à l'autre. Et en fait, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sont spécialisées, qui font que de la fiction de cinéma, ou que de la fiction audiovisuelle, ou que du magazine télé. Il y a beaucoup de circulation, quoi. Si on avance un peu dans le temps, on passe au chapitre 3 de votre livre qui s'intitule « L'utopie professionnelle de Vichy ». Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous utilisez ce terme « utopie professionnelle » pour parler de cette période ? En fait, la charte du travail de Vichy, qui va définir les termes dans lesquels le travail doit être dorénavant conçu et institutionnalisé, c'est quand même d'établir des rapports harmonieux, là je cite, rapports harmonieux entre patrons et ouvriers. Donc il y a cette idée que je qualifie d'utopique en fait, l'idée de réconcilier, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire rejet viscéral de la lutte des classes. Évidemment, dans le contexte des années 30, prend tout son sens. On est vraiment dans la configuration type où on a un mouvement fasciste versus un mouvement ouvrier. Les deux sont des mouvements puissants, quoi. L'idée, c'est de repousser ce mouvement ouvrier, cette idée de lutte des classes, à travers cette idée de rapport harmonieux. Je vais citer quand même un élément patronal de l'époque. À l'époque de Vichy, c'est plus compliqué que l'idée que je pouvais m'en faire au début de la recherche. C'est à la fois la chasse aux juifs, etc. Mais c'est aussi des technocrates qui ont pensé une réforme des institutions avant Vichy et qui la mettent en œuvre dans le cadre du régime autoritaire. Et en fait, il y a un côté moderniste dans Vichy, où ils vont faire un proto-CNC et tout ça. Et dans ce cadre-là, il faut faire des comités, donc des commissions d'études sociales ou des comités mixtes où on accueille les patrons et les ouvriers. Alors typiquement pour les studios et labos, il y a cette idée patronale que ce comité, il doit, alors les termes sont tout à fait euphémistiques, résoudre les quelques difficultés qui peuvent s'élever entre patrons et salariés d'une même corporation, évitant ainsi que des frictions ne se produisent entre deux parties,
toujours de bonne foi, mais qui méconnaissent quelquefois soit une législation actuellement très compliquée, soit un élément économique primordial. Voilà, ça c'est tout à fait la rhétorique de Vichy, qui peut avoir des résurgences par ailleurs. Et donc voilà, moi j'y vois une idée utopique, et je suis désolé si je contrarie les fans de l'utopie, hein. Mais c'est tout à fait caractéristique. Ça, Jaubert et Müller, les politistes l'ont bien vu. C'est-à-dire que cette idée de vouloir apaiser, annuler la conflictualité sociale n'aboutit qu'à produire plus de chaos. Et c'est là la clandestinité, c'est là les attentats, etc. etc. Bon, pour moi, tout ça a tout à fait une actualité par ailleurs dans ce qu'on peut voir, ce qui se passe dans différents pays occidentaux actuellement. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée de cette utopie. C'est un peu mon bouquin, un peu une critique de l'utopie. Ouais. Concernant le moment de l'après-guerre, vous écrivez que, je vous cite, « L'affirmation du cinéma comme étant un art parcourt les témoignages des auteurs, réalisateurs et techniciens dans l'après-guerre ». Est-ce que vous pourriez revenir sur cette affirmation à ce moment-là, en fait ? Pourquoi à ce moment-là, et la décrire un petit peu ? Je crois que je le dis pas dans le bouquin, parce que je veux pas me perdre dans la scolastique, mais c'est un peu une discussion avec Yann Darré quand même. C'est-à-dire qu'Yann Darré, c'est l'histoire sociale du cinéma, et en fait, ce qu'il appelle l'histoire sociale du cinéma, c'est le mouvement de reconnaissance du cinéma comme un art. Et en fait, lui, il est dans une logique un peu à la Bourdieu de légitimation, en fait. Quand est-ce que le cinéma est reconnu comme légitime, comme un art légitime ? Et lui, pour lui, c'est quand même... Il y a des prémices, première avant-garde, donc à l'époque de l'herbier des années 20, quoi. Epstein, Gans, etc. Mais c'est quand même beaucoup la nouvelle vague. Enfin, en fait, c'est la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague qui pose que le cinéma est un art en toute clarté. Et moi, je suis pas d'accord. Et je dis, si tu te réfères au discours professionnel de l'époque, en tout cas chez les professionnels, parce que c'est pas une histoire culturelle mon truc, mais si tu regardes ce que disent les professionnels, eux, par contre, ils sont tout à fait conscients que le cinéma, il a passé des caps en fait. À l'époque, dans l'après-guerre, il y a le problème des accords Bloom-Burns qui doivent ouvrir les salles françaises au cinéma américain. Et à ce moment-là, il y a tout un discours de légitimation pré-exception culturelle qui consiste à dire le cinéma n'est pas une marchandise comme les autres, en fait. Le cinéma, c'est pas les paires de chaussures, ou je sais pas quoi, c'est les métaphores qu'ils utilisent à l'époque. Et ils disent non, en fait, c'est une industrie et un art. Enfin, non, Malraux l'avait déjà dit, donc ils le redisent. Et il y a des véritables artistes, et donc, par exemple, ces artistes, là, je me réfère par exemple à ce que peut en dire Jeanne Vita, qui est une script à l'époque. Qui a écrit des mémoires où elle parle de ça, mais elle va donner des exemples comme Jean Vigo, Jean Renoir, Grémillon, Carnet et Paul Grimaud. Elle dit même Paul Grimaud pour le dessin animé. Et puis en plus, ils se légitiment à dire ça, ils s'auto-légitiment en un sens où ils disent non seulement c'est un art, mais c'est nous qui l'avons fait. Je veux dire, il y a des types qui ont commencé à travailler la plupart des types la plupart des techniciens installés de l'après-guerre, ils ont commencé à l'époque du muet. Ils ont commencé avant le parlant, quoi. Donc, ils ont vraiment travaillé à contribuer à l'élaboration de style, à évidemment le tournant du parlant qui est un énorme bouleversement, continuer une activité créative subreptice sous Vichy, hein, c'est tout comment on masque. Voilà, le symbolisme républicain dans Les Visiteurs du Soir, etc. Enfin, toutes ces problématiques-là. Et ils disent, mais nous, on a vu passer le cinéma d'un art forain on a fait passer plutôt le cinéma d'un art forain à un véritable moyen d'expression, etc. Donc voilà, ça permet, à mon sens, de relativiser la césure de la nouvelle vague, qui est une césure, mais qui n'est pas un commencement absolu en termes de passage à l'art, pour parler comme une sociologue de l'art très connue, passage à l'art du cinéma en France. Justement, on va parler de la nouvelle vague. Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais un point intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez que malgré la distance que prennent les réalisateurs avec les conventions professionnelles du cinéma de l'époque, donc les réalisateurs de la nouvelle vague, et malgré la critique qu'ils font de ces conventions, ces films s'inscrivent quand même dans, vous dites, un héritage opératoire légué par le passé. Vous en avez, encore une fois, déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou revenir sur ça ? Non, mais en deux mots, c'est l'idée... ça aussi, c'est une constante du bouquin. C'est-à-dire que la nouvelle vague n'est possible que parce qu'il s'est passé 60-65 ans de cinéma avant, en fait. Donc, il y a toute une série d'éléments de toute nature
qui rendent possible le fait que tout à coup, il y a la nouvelle vague. De toute nature, ça veut dire des éléments. Je vais commencer par le plus connu. Des éléments culturels, d'abord. D'abord, il y a la Cinémathèque française, qui est une énorme bibliothèque du film, et on sait que les Godard et Truffaut, ils se sont abondamment abreuvés à cette source. Donc, ils ont une culture encyclopédique du cinéma que ne pouvait pas avoir Renoir à ses débuts, qui pourtant est leur figure tutélaire. Mais voilà, eux, ils étaient en train de faire ce que la nouvelle vague a consommé par la suite. Donc, il y a un legs culturel. Mais en plus, ensuite, il faut passer à la réalisation. Et là, ils empruntent en fait à toute une série d'éléments fixés sur lesquels ils vont s'appuyer pour faire leur propre réalisation. Et là, on revient sur des choses très basiques, tellement basiques qu'elles peuvent paraître vulgaires, mais il y a quand même le rôle fondamental des producteurs de la nouvelle vague, Georges Beauregard notamment, qui donc rassemblait un financement, qui doit ensuite assurer une fonction d'employeur vis-à-vis du collectif de travail, qui lui revêt une division du travail tout à fait classique en fait, puisqu'on va avoir un premier assistant, un chef opérateur, une script, etc. On va avoir des ouvriers aussi. Et donc, il va avoir, en tant qu'employeur, une responsabilité devant ces personnes en termes d'organisation de durée de travail, de rémunération, etc. Je le dis au passage, mais le film Nouvelle Vague, qui est sorti l'année dernière, est tout à fait fidèle à ce niveau. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le rôle crucial du premier assistant, par exemple, dans la mise en scène de À bout de souffle, en tant que le type organise le plan de travail et prend en compte ce que dit Godard pour pouvoir inscrire le projet, inscrire le process de fabrication dans un budget et dans une durée, quoi. Donc c'est des choses très basiques mais qui permettent à l'action de se faire. Donc tout ça, c'est des héritages. Et puis en plus, quand on regarde dans les archives de la Cinémathèque française, notamment pour les 400 coups, il y a plein d'archives de production, on voit qu'il y a, en fait, quand on tourne un film, on passe son temps à faire des rapports techniques, des fiches pour prévoir ce qu'on va faire la journée suivante. Une fois que la journée est passée, on fait un rapport journalier. Voilà. Tous ces éléments, c'est des éléments de coordination de l'action dans le temps et avec les prestataires extérieurs qui sont stabilisés et sur lesquels qu'emprunte aussi la nouvelle vague pour mettre en œuvre son travail. Et dernier point là-dessus, je cite aussi Truffaut qui rend hommage aussi à ce qu'on peut qualifier de techniciens professionnels, qui ont une carte professionnelle, comme étant des personnes, il parle notamment de Philippe de Broca, son premier assistant, comme une personne qui, en fait, du fait qu'elle a travaillé sur 6 longs métrages avant d'arriver avec lui c'est son premier long métrage, en fait, a une expérience de comment on fait un film qui a rendu aussi le film possible. Il est très explicite là-dessus, quoi. Il le remercie, il fait « moi j'aurais fait telle erreur », etc. Donc il y a aussi cette référence à... pareil, un héritage. Philippe de Broca, il a été lui-même formé à l'école Vaugirard. Donc, il y a tout ce background qui, en fait, soutient l'émergence d'une expression. Alors là, par contre, je suis d'accord avec Yann Daré. Quelque chose qui fait un peu percer, quoi, quand même, dans le cinéma de l'époque, en termes esthétiques. On va poursuivre dans les années 80. Donc l'ORTF a été dissous, la production audiovisuelle va se développer, le nombre de techniciens et de techniciennes de l'audiovisuel augmente fortement. Et vous écrivez que ces techniciens et techniciennes vont être confrontés à un vide conventionnel et qu'il va y avoir des mobilisations pour améliorer leurs conditions d'emploi. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont les mobilisations autour de ces questions vont toucher à la définition de la communauté professionnelle, donc c'est vous qui employez ces termes, autour de la différenciation entre cinéma et audiovisuel. Donc pareil, vous avez déjà un peu donné des éléments de réponse précédemment, mais... Tout à fait, c'est la suite de la controverse des années 30. Dans les années 30, on sépare les techniciens, qu'on appelle techniciens, des ouvriers. Et dans les années 80, on va reséparer, au terme d'une controverse de même type, le cinéma de la télévision. C'est intéressant parce que les termes du débat, c'est donc soit il y a une différence ontologique ou de nature. C'est à peu près dans ces termes que s'exprime le syndicat CGT des techniciens à l'époque, qui est le seul syndicat, qui est donc un syndicat de cinéma, de techniciens installés. Je rappelle la filmographie des principaux représentants du syndicat qui ont tout un passé avec toutes sortes de cinéastes. Donc je sais pas, il y a la monteuse attitrée de Gaston Defer, il y a le neveu de Jean Renoir, Claude Renoir, qui a fait une quantité de films astronomiques avec tous les réalisateurs possibles et imaginables. Enfin, il y a des gens qui sont quand même très installés dans le milieu.
et qui ne veulent pas que le tout venant vienne empiéter sur ces prérogatives qui se cristallisent à l'époque dans une carte d'identité professionnelle. Soit on a la carte et on peut travailler dans le cinéma, soit on n'a pas la carte et on ne peut pas travailler dans le cinéma. Donc il ne faut pas mettre ça en cause, pour eux. Donc ça, c'est la ligne corporatiste, en fait, du cinéma. Et en face, on a donc une génération plus jeune qui éventuellement a commencé à aller au RTF, qui n'existe plus en 75, et qui se retrouve un peu jeté sur le marché de l'emploi, et qui fait à peu près la même chose que les gens qui font du cinéma en termes de montage, de prise de vue, etc. etc. Et ça va donner lieu, en fait, au bout d'une vingtaine d'années, 20 ans qui correspondent à peu près à la construction de l'exception culturelle, par ailleurs. C'est-à-dire de 1980 à 2000, avec la jonction des années 90, les décrets TASCA, c'est l'exception culturelle, l'écosystème, les chaînes de télévision qui aident le cinéma, etc. C'est à ce moment-là que ça se met en place. On a 20 ans de latence, où l'audiovisuel, c'est à peu près la jungle. Il n'y a que le fiction audiovisuelle qui s'en sort, parce que là, on prend quand même comme référence les règles du cinéma pour payer les gens, pour organiser les durées de travail, etc. Mais alors, le documentaire et la télévision de plateau, etc., c'est les conditions sociales les plus dégradées. Et au bout de ces 20 ans, on a un coup d'accélérateur qui est lié, alors c'est un peu technique, mais qui est lié à un changement du mode de rémunération, du mode d'indemnisation des intermittents du spectacle, parce que aussi le début des années 80, c'est la stabilisation des 507 heures et ce genre de choses. C'est le régime des intermittents tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui, ça se met en place aussi entre 79 et 84. Donc ça fonctionne, et en fait, le mode de rémunération des techniciens change en 99. Ça conduit à la défaveur des personnes, ça conduit à une grève. Il y a un processus, mais ça conduit à une grève. Et à l'issue de cette grève, dans l'audiovisuel, sur les tournages audiovisuels, il va y avoir une négociation pour enfin déterminer des salaires qui vont être valables. Et ça, c'est l'invention de la branche de l'audiovisuel en tant que telle, qui perdure aujourd'hui, qui soutient la création de type Netflix et tout ça en France. Mais ça a une conséquence, c'est que effectivement, on a dit, il y a une branche audiovisuelle et c'est pas la branche du cinéma. Donc c'est une victoire. Et pour les gens qui voulaient des règles du jeu dans l'audiovisuel, mais c'est pas exactement ce qu'ils voulaient, parce qu'eux, ils voulaient une grande communauté ouverte qui recouvre cinéma et audiovisuel. Donc on reste que dans cette différence-là. C'est un peu technique, ce passage-là, mais c'est très important pour les personnes qui travaillent dans le milieu. Et votre livre, vous en avez déjà parlé, des conventions collectives. Votre livre, il est rythmé par les revendications, les négociations autour des conventions collectives. Et donc, j'ai une question à ce sujet, c'est en tant que chercheur, en fait, l'utilisation de ces conventions collectives, comment est-ce que l'analyse de ces conventions collectives, des conditions de leur négociation, elle représente un matériau central pour comprendre le fonctionnement du monde du cinéma et de l'audiovisuel, justement? Comment vous vous êtes saisi de ces conventions collectives? Il faut y retourner. C'est un texte de droit assez riche, la convention collective. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait plusieurs dizaines de pages. Et il y a des choses plus ou moins importantes, mais les choses très importantes dans cette convention collective, comme dans d'autres, d'ailleurs, dans d'autres secteurs, mais c'est la hiérarchie des emplois et les durées de travail. Et en fait, on voit qu'il y a cette convention collective, la convention collective de l'audiovisuel aujourd'hui, qui date donc de 99-2000, étendue en 2007. Étendue, ça veut dire qu'elle devient obligatoire pour toutes les entreprises. C'est le ministère du Travail qui étend les conventions collectives, si elles sont conformes au droit, quoi. Et ensuite, il va y avoir une autre convention collective donc, du cinéma. Donc, il y en avait une très ancienne qui datait de 1950, et on va la réinventer dans un long processus, mais qui aboutit entre 2013 et 2015. Donc, convention collective du cinéma et de l'audiovisuel. Et en fait, ces conventions, elles établissent une hiérarchie des emplois, qui nous disent des choses, en fait. Qui nous disent pas seulement combien gagne un réalisateur ou un chef-op, qui sont très bien payés, ou en théorie, parce qu'en fait, quand on regarde, c'est plus compliqué, et qui nous dit combien gagne l'habilleur, l'habilleuse, etc. Mais par exemple, elles nous disent que qui est reconnu dans la convention collective. Donc d'abord, quelle est la communauté de travail? Et c'est sans cesse un travail de faire rentrer des nouveaux postes. Par exemple, longtemps, je parlais tout à l'heure du costume. Alors, longtemps, le costume, ça a été le créateur de costume ou la créatrice de costume, et puis ses quelques assistants. Mais en fait, depuis longtemps, il y avait toutes sortes de gens qu'on ne voyait pas. Par exemple, il y avait des chefs d'atelier, parce qu'il fallait créer des costumes. Et il y avait des personnes qui travaillaient dans ces ateliers. Ils n'étaient pas dans la convention. Il fallait les nommer, ils n'étaient pas dans la convention.
Pareil sur les innovations technologiques. Récemment, il y a un nouveau poste à l'image qui s'est créé, qui est le Digital Image Technician. Donc, il vous fait un pré-étalonnage sur le tournage. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le tournage, vous tournez, vous shootez la scène, et vous avez un combo avec un type qui est spécialisé dans régler le combo, donc l'écran, en mettant un étalonnage, donc une harmonie des couleurs de l'image, qui doit le plus possible ressembler à ce que ce sera à la fin. Normalement, l'étalonnage, c'était après. C'était la dernière étape de tout. Maintenant, vous avez l'étalonnage sur le tournage. Ça, c'est un spécialiste qui fait ça. Lui, c'est le DIT, Digital Image Technician. Et lui, il n'existe pas dans la convention collective. Donc, c'est à chaque fois une lutte de le faire rentrer. Et c'est aussi des postes très basiques. Le Reaper, donc le type qui conduit le camion, où il y a des éléments de décor qu'on doit trimballer à différents endroits, par exemple, chercher chez le prestataire, le ramener au studio, par exemple. Lui, il n'est toujours pas dans la convention collective. C'est intéressant, parce que là, le Reaper, c'est pas un poste symboliquement très prestigieux. Donc, le symbolique, ça compte dans ces histoires de reconnaissance. Donc c'est sans cesse une lutte pour faire rentrer les personnes et les faire intégrer l'ensemble des droits qui vont avec. Parce que qui dit convention collective dit aussi assurance chômage, il y a une correspondance des droits. Et se rajoute aussi le lien au CNC, c'est-à-dire que dans cette convention collective, vous avez des personnes et pas d'autres qui sont considérées comme des collaborateurs ou collaboratrices de création. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont très importantes parce qu'on prend en compte chaque fois que vous en embauchez un, donc c'est tous les chefs de poste en gros. Je ne sais pas si tous, mais la plupart des chefs de poste. Donc chef op, chef opson, costume, déco, etc. Ben, vous avez des points pour avoir de l'argent du CNC. D'accord ? Donc c'est quand même très recommandé. On pousse, on incite à les recruter. Mais c'est seulement ceux-là, c'est pas les autres. Donc on fait aussi on crée des différences de statut comme ça. Donc voilà, ça nous renseigne là-dessus. Ça nous renseigne aussi sur les arbitrages ou les compromis qu'ont fait les négociateurs. C'est-à-dire qu'au début de la convention collective de l'audiovisuel, ça commence, alors je ne l'ai plus en tête, mais ça commence par un laïus, donc signé par tout le monde, qui dit, bon, on est quand même dans une industrie spéciale, avec des économies du budget qui varient à l'extrême, donc il faut qu'on trouve une solution pour payer les gens dans si différents cas de figure, sachant qu'on ne pourra pas payer 3 000 € la semaine le chef-op sur le petit documentaire pour Arte. C'est pas possible. Donc, en fait, on justifie qu'on va graduer les rémunérations en fonction des niveaux de budget. Donc c'est un énorme problème pour un syndicat comme la CGT parce que ça déroge à travail égal, salaire égal. Mais c'est la solution la moins mauvaise qu'ils ont trouvée pour avoir quand même une convention collective. Donc, ça nous renseigne sur toutes ces logiques-là de la base et sur les efforts que font les négociateurs en relais des syndiqués qui sont en fait les personnes qui les informent sur la réalité du métier. Parce que je fais une petite parenthèse, mais de plus en plus avec la professionnalisation du syndicalisme, de moins en moins les têtes syndicales sont des types qui viennent du métier. C'est de plus en plus des profils de juristes. Donc ils ont besoin plus que jamais d'avoir des gens du métier qui viennent les informer sur les réalités du secteur pour qu'on ait une bonne combinaison. Un type qui est fort en droit et un type qui connaît le métier, d'accord ? Donc, en général, c'est ceux qui sont proches des négociateurs qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Et comme les costumières dont je parlais au début, elles ont un peu laissé filer la négociation. Elles se sont rendues compte après coup que, en fait, il y a des trucs qui s'étaient faits sans elles. Donc, elles doivent revenir et se rapprocher des syndicats, etc. Et donc, ça nous renseigne sur tous ces arbitrages-là et sur la manière dont on construit dont s'est construit une base sociale à la fois innovante. C'est souvent relevé par les juristes du ministère du Travail que dans le cinéma, ils inventent des trucs spéciaux en termes de droit social. Maintenant, là, je fais un peu de la comparaison internationale. On voit que y a plein de problèmes. Il y a plein d'heures non reconnues, il y a plein d'abus sur les forfaits. Les gens les payent au forfait pour ne pas reconnaître toutes les heures. Enfin, il y a plein d'abus dans le cinéma, l'audiovisuel. Néanmoins, il y a des cadres sociaux qui sont, de fait, beaucoup plus larges que ce qui peut exister aux États-Unis, au Royaume-Uni et probablement dans d'autres pays. Donc voilà, on voit toute cette technologie sociale se mettre en place. Merci beaucoup. Vous terminez votre livre par un chapitre consacré à l'émergence des plateformes, aux transformations de l'organisation du travail que ça génère et aux mobilisations des travailleurs et des travailleuses face à ces transformations. Vous vous intéressez notamment aux mobilisations qui ont eu lieu en 2023 en France, qui ont été impulsées par celles des États-Unis. Vous montrez notamment, donc vous en avez parlé déjà, la différenciation entre fiction et flux, qui va revenir sur la table des négociations. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce que vous avez déjà dit sur cette différence fiction-flux ? Et est-ce que vous pourriez aujourd'hui faire une actualisation rapide des mobilisations syndicales autour de ces questions dont vous parlez à la fin de votre livre ? En fait, c'est toujours c'est ce qui s'est mis en place dans les années 80 qui perdure, c'est-à-dire on a toujours une ligne syndicale. Aujourd'hui, il y a 2 gros syndicats dans le cinéma. Il y a toujours un syndicat CGT, duquel est sortie la fameuse élite dont je parlais tout à l'heure aux années 80 parce qu'elle voulait rester l'élite. Et ça existe toujours.
Donc, il y a une dualisation syndicale parmi les intermittents, les salariés intermittents du cinéma. Et c'est toujours les mêmes lignes. Il y a une ligne plus corpo-fiction et une ligne plus globalisante, universalisante. Voilà, essayer d'avoir... L'idée, c'est essayer d'avoir les meilleures conditions possibles pour le plus de monde possible. C'est ça la ligne de force depuis les années 30, en fait. Et donc, ça s'est réveillé, réactualisé dans le conflit qui a succédé aux grandes grèves des États-Unis à l'octobre, octobre-décembre, avec un pic en novembre 2023. Alors, on en a moins parlé dans Variety que les conflits de la VGA, de la SAG-AFTRA aux États-Unis, c'est sûr. Néanmoins, on en trouve un peu dans la presse, puisque ça a concerné toutes sortes de tournages de type HPI, des séries pour Amazon, etc. Puis après, ça a suivi en queue de comète. Ça a touché aussi pas mal on va dire, du magazine qui tend vers la télé-réalité, quoi. Tout ce qui va être Pékin Express, des choses comme ça. Et donc là, en fait, il s'est passé plein de choses. D'abord, on a eu un mouvement de grève qu'on peut qualifier d'historique au niveau sectoriel, puisqu'on a eu, à un moment donné, on a eu 80 tournages en grève ou en débrayage le même jour, parce que c'était des actions coordonnées, c'est-à-dire qu'on se disait tel jour, tout le monde en grève. En fait, c'est pas tout le monde en grève, c'est chaque tournage, débrief. Est-ce qu'on se met en grève ou pas? Combien de temps, machin. Bref, et la CGT faisait le décompte des trucs, et on a alors oui, évidemment, c'est le numérique, on a full de documentation, ça, c'est pas un problème. Des images, des photos et tout. Avec cette idée aussi, on fait des photos un peu comme dans les années 30 où on montre que c'est trop la teuf, on a arrêté le tournage, c'est trop rigolo. Bon, mais il faudra qu'on bosse demain, mais quand même, là, aujourd'hui, c'est énorme. Et donc, on a la locomotive de l'audiovisuel, de la fiction. Pourquoi le locomotive? Parce que la fiction, c'est des tournages où il y a du monde. Et donc, ça permet de faire fort, en fait. C'est-à-dire qu'on fait bloc, on dit là, on est pressé comme des animaux par la sérialisation, l'industrialisation. C'est de plus en plus dur le travail. Donc, on veut une revalorisation salariale. Et derrière se rajoutent des éléments. La post-production, tout ce qui va être la post-production de séries documentaires aussi, de télévision, de flux. Et par exemple, en télé-réalité, on a des équipes conséquentes quand même en post-production. Et qui va en fait rejoindre le mouvement. Et là, les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., c'est même le flux s'y met. C'est encore plus historique que ça ne l'était au départ, parce que le flux s'est très dégradé. Et donc, c'est très difficile de se mettre en grève, quoi. Et puis, cette dualisation, cette double ligne, les corpos d'un côté, les universalistes de l'autre, ça donne lieu... en fait, les employeurs en jouent. Et ça donne lieu à un accord de fin de grève qui dit « Ok, on va vous donner des revalorisations salariales, mais déjà, premièrement, moins que ce que vous demandiez. » Donc, ils voulaient une revalorisation à 2 chiffres. Finalement, c'était pas vraiment 2 chiffres, mais même si ça pouvait atteindre les 9%. Et puis surtout, on va conditionner cet accord au fait que dorénavant, il y aura au sein de l'audiovisuel 4 familles de métiers. Il y aura la fiction, toujours les mêmes. Fiction, documentaire, captation d'événements, et j'en oublie un, ils en ont inventé un 4e. Et ça, évidemment, pour les salariés, il y a un syndicat qui a signé ça, le syndicat Corpo, mais il y a, à la base, ça a été extrêmement mal reçu. Si bien que ce syndicat, dans les élections professionnelles qui ont suivi, il s'est écroulé dans l'audiovisuel. Il a perdu sa représentativité. Donc, il s'est autodétruit en signant ce truc. Peut-être qu'il reviendra. Et donc, voilà. Et donc, ça a montré que quand même que cette dimension de convention collective et de branche, elle est structurante au sens où les personnes se perçoivent à l'intérieur d'un ensemble. Et leur intérêt collectif, c'est d'assurer l'homogénéité de cet ensemble parce qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de circuler. Voilà. Donc, pour faire front ensemble, il faut mieux être nombreux et il vaut mieux assurer les meilleures conditions sociales pour tout le monde puisque nous-mêmes circulons entre les projets, entre documentaires, machin, les trucs et bidules, quoi. Donc, ça a été un mouvement très riche dont les acteurs continuent à essayer de tirer les enseignements. Parce que faire une grève en 2024, avec les réseaux sociaux, etc., sur des tournages dispersés dans la nature, c'est pas la même chose que dans les années 30, où il y a encore des gros studios, etc. etc. Donc ils sont encore en train d'essayer de comprendre et de le mettre aussi en regard de ce qui peut se passer d'autres mouvements. Donc il y a les États-Unis, mais en fait, c'est un peu partout où il y a des industries audiovisuelles. Partout, en ce moment, c'est un peu en train de chauffer, quoi. J'ai une dernière question. Vous mentionnez en conclusion les mobilisations contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels et la commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, qui a été clôturée en avril 2025. Au cours de vos recherches, est-ce que vous avez rencontré des revendications spécifiques à ce sujet dans les différentes mobilisations et négociations syndicales du XXe siècle ou est-ce que c'est totalement récent? C'est ma première question. Et quel regard est-ce que vous portez sur cette commission et sur ces constats
quel lien est-ce que vous faites avec votre recherche ? À part des stéréotypes masculins-féminins, j'ai pas vraiment de choses sur les violences, ce qu'on appelle aujourd'hui les VHSS, dans l'histoire du cinéma, qui existaient. On peut se douter qu'elles existaient, mais j'ai pas trouvé de documentation de préoccupations syndicales, de préoccupations professionnelles, etc., etc. Donc ça serait à interroger, déjà, ça c'est un point. La deuxième chose, c'est la commission d'enquête. Je ne sais pas si vous avez regardé cette commission d'enquête, mais c'est vraiment extrêmement intéressant quand on s'intéresse au cinéma. Parce qu'il y a énormément de niveaux, enfin d'intervenants, de parties prenantes, des producteurs, des techs, des institutionnels, des diffuseurs. Il y a toutes sortes de personnes qui interviennent. Des victimes, évidemment, comédiens, comédiennes, etc. Et donc, on a vraiment énormément de points de vue qui définissent leur objet commun, quoi. Ce qu'elles ont en commun, c'est donc le produit, le projet de film ou le projet d'audiovisuel. Donc c'est vraiment d'une richesse incroyable. La deuxième chose, c'est qu'en fait, cette commission, elle a donné lieu à des accords collectifs qui sont donc intégrés dans la convention collective de l'audiovisuel du cinéma, l'un et l'autre. D'abord le cinéma, d'ailleurs. Et en fait, c'est intéressant à double titre. D'abord parce que c'est pas des accords vides, c'est des accords substantiels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dispositions qui ont été prises pour lutter contre les VHSS. Donc à travers une obligation de formation qui conditionne les aides du CNC. Donc là, c'est plus pour rigoler. Les producteurs, ils rigolent pas avec ça, d'accord ? Avec la possibilité de... Je crois que c'est l'obligation de nommer un référent VHSS, avec les accords disent quoi faire en cas de signalement. C'est-à-dire, OK, signalement, OK, vous avez une procédure, vous faites ceci, ça, là, vous n'êtes pas genre dans le vide, on ne sait pas quoi faire. Avec aussi un meilleur encadrement du travail des mineurs, la possibilité, l'obligation aussi de demander aux comédiens, comédiennes, en cas de scène d'intimité, s'ils veulent être accompagnés par un coordinateur d'intimité. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, quoi. J'en ai discuté avec des techniciens, il y a des trous dans la raquette, hein. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça montre aussi que les conventions collectives, c'est pas que durée de travail-salaire. Ça peut intégrer d'autres dimensions qui interviennent en fonction du contexte, des préoccupations du moment, quoi. Donc là, on a vraiment une souplesse du droit qui apparaît en toute clarté et une capacité à une dimension où on peut inventer des dispositifs à partir souvent de choses qui ont déjà été expérimentées, des dispositifs qui viennent donc équiper la relation d'emploi de choses auxquelles on n'avait pas pensé avant, on l'avait pas fait, etc., etc. Donc pour moi, c'est pas totalement subjectif au sens où c'est quand même là ce que je dis, c'est quand même assez partagé dans le cadre des interactions que j'ai pu avoir avec des personnes qui font les tournages. Il s'est passé quelque chose de significatif dans le cadre de cette commission d'enquête et de ce qui a été mis en place après. Et là, on est encore dans la phase où on expérimente ces choses-là en se disant qu'elles pourront peut-être être améliorées par la suite, etc. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au public pour d'autres questions. Merci beaucoup pour vos présentations et réponses aux questions. Et donc, j'avais pas lu votre ouvrage, mais j'avais vu une tribune du Monde où vous en parliez. Et je voulais vous poser une question plus sur un élément que vous avez évoqué comme quelque chose d'un peu technique, mais au niveau justement de l'apparition du régime d'intermittence et d'indemnisation, comment ça change quand même le métier ? Est-ce que dans les conventions collectives, la façon dont elles sont formulées par la suite, ça intègre la façon dont l'intermittence, ce régime d'emploi, il structure aussi un cadre de travail ou un rapport au travail spécifique. Et aussi, si vous avez mais là c'est plus pour être éclairé, il me semble que du coup il y a plusieurs annexes dans le régime d'intermittence 8 et 10 qui renvoient différemment aux artistes et aux techniciens. Et il me semble que ces annexes, ils ont été rediscutés à un moment, et donc techniciens et artistes selon des secteurs d'activité, ne se sont pas retrouvés aux mêmes annexes. Comment ces changements de définition d'annexes et la façon dont et la population professionnelle qu'elle recouvre, ça a été perçu par le secteur. En fait, vous me questionnez sur le rôle des annexes 8 et 10 dans la structuration du secteur. D'une part, et après, plus généralement, sur la façon dont l'apparition du régime d'intermittence, elle a changé ou non le métier, et dont ça se voit ou pas dans les conventions collectives, et ce que vous avez pu voir dans votre recherche.
Les annexes, donc l'assurance chômage, les techs que j'ai rencontrés, là, je sais pas, au moment de la thèse, de mémoire, mais j'ai dû faire 60 entretiens sur le travail en tant que tel. Après, il y avait un autre bloc d'entretiens sur les négociations collectives, etc. Mais là, je dois avoir, je sais pas, quelque chose du genre 100 ou 120 entretiens sur le travail. C'est un motif récurrent, quoi. C'est-à-dire l'assurance chômage. Bon, là, je m'en sors avec l'assurance chômage, etc., etc. Mais j'ai pas d'éléments quantitatifs parce qu'ils existent peut-être, mais c'est pas vraiment mon objet. Moi, je travaillais vraiment sur la relation d'emploi et pas sur le hors-emploi. Donc moi, je l'ai vu en suivant des travaux comme ceux de Mathieu Grégoire, comme un élément de structuration sectorielle, c'est-à-dire c'est une sécurité sociale du salaire, quoi. Ça vient, c'est une assurance sociale, d'autant plus décisif que les salaires, que les personnes ne touchent pas forcément un salaire élevé. Voilà. Et ça apparaît dans les entretiens de manière quali, c'est-à-dire un petit peu sans qu'on sache exactement les mesures. Mais les personnes ne l'ont pas non plus en tête parce que ça fluctue dans le temps et que les règles, comme vous l'avez rappelé, changent. Par contre, il y a aussi une deuxième chose qui se rajoute là-dessus, c'est que depuis 2016, il y a eu plusieurs réformes de l'assurance chômage. Mais en 2016, il y en a eu une importante qui a encore des effets aujourd'hui. C'est que si j'ai bien compris le truc, on est revenu sur une réforme qui durcissait les conditions d'accès, notamment pour le marché du travail le plus volatile, donc les comédiens et les musiciens, eux qui ont vraiment des périodes d'emploi courtes, et donc ils doivent beaucoup cachetonner pour pouvoir faire leurs 507 heures. C'est pas pareil pour les techs qui travaillent pendant 2 mois et qui ont pratiquement fait leurs 507 heures, d'accord, qu'ils l'ont fait en un film ou deux, d'accord. Ils sont moins vulnérables de ce point de vue. Donc c'est moins difficile pour eux d'accéder. Et donc, il y avait une réforme de l'assurance chômage qui a durci les conditions d'accès. Et on est revenu en 2016 en réintégrant ces gens qu'on avait marginalisés au prix d'un allongement des carences de ceux qui gagnent mieux. D'accord ? De ceux qui ont des salaires directs qui sont élevés. D'accord ? En tout cas, qui sont plus élevés que le bas de l'échelle des salaires. Et donc, ça a eu un effet très important parce que du coup, on a de plus en plus de techniciens qui disent « Mais maintenant, je ne peux plus arrêter de travailler parce que mes jours de carence, ils sont tellement longs, mes délais de carence pour toucher mon intermittence, pour toucher mon assurance, ils sont tellement longs qu'en fait, je m'en sors pas avec juste mon salaire direct. Donc, je suis obligé d'enchaîner sur un film. D'accord ? Et en fait, ça ne peut qu'avoir un lien avec le mouvement de 2023. Parce que dès lors que vous dépendez à ce point de votre salaire direct, vous n'avez plus le filet de sécurité de l'intermittence, alors la revalorisation des salaires, elle prend un nouveau relief. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire, bon, ok, on n'a pas été tellement revalorisé cette année, mais bon, il y a l'assurance. D'accord ? Donc en fait, on voit qu'un peu comme en 99, où il y avait eu déjà un conflit lié à l'assurance chômage, on a des interactions entre les différentes institutions. Et changer l'une a des effets sur l'autre. Donc c'est à ce titre qu'on voit bien que, même si là je ne peux pas vous dire, voilà, tant de pourcentage, machin, on voit bien que les choses fonctionnent ensemble, quoi. C'est pas... les personnes se sont projetées dans une systématique institutionnelle et elles en dépendent. Et donc quand vous changez un paramètre, ça change leurs conditions, quoi. Merci Samuel pour cette présentation et pour la clarté de tout cela. J'aurais une question concernant l'opposition que tu fais sur ce que tu as appelé le corporatisme, ou qui a parfois associé une forme de noblesse, et une autre position qui était plus sur celle portée par la CGT, notamment des années 30, d'ouvrir les droits à tout le monde. Je me demande à quel point c'est la position de corporatiste, elle peut s'appuyer, et là c'est une responsabilité aussi des universitaires, sur toute la légitimité qu'il pouvait y avoir autour du cinéma, et de mettre en avant la fiction, et qui est quand même extrêmement étudiée dans le milieu universitaire, où ça a pu reproduire ou produire finalement ces distinctions-là, du point de vue du domaine intellectuel, et du domaine aussi étatique. Donc en fait, sur quoi est-ce qu'ils se sont appuyés sur ça ? Est-ce que j'ai vu que tu finissait plutôt sur une division qui était portée par ceux qui détenaient les moyens de production, en gros. Mais est-ce qu'en fait, il y a aussi des éléments symboliques qui viennent de l'université et de l'État qui peuvent appuyer cette distinction aussi ? La réponse est oui, même si je ne suis pas spécialisé là-dessus. Mais quand j'entends
des collègues historiens du cinéma. Je sais pas, je pense à un collègue, Frédéric Gimlon-Méplon, par exemple, qui a beaucoup à dire sur la manière dont on a institutionnalisé le culte de l'auteur à travers les départements académiques, justement. Je pense qu'évidemment, ça n'a pu que nourrir cette idée que, bon, alors il y a le cinéma, qui est le 7e art, qui est l'art du XXe siècle, qui est tout en haut, d'accord, parce qu'en même temps, il a une dimension il garde une dimension art collectif, quoi, à l'adresse d'une population nombreuse. Et que tout ça, ça a participé. Se rajoute à ça les dimensions cérémonie, cérémonie des Césars, quand elle va apparaître. Donc, il me semble que c'est au milieu ou à la fin des années 70. Donc, ça en rajoute une couche, d'accord, de exceptionnalisme. En fait, ça se cristallise dans une attitude corporatiste. Et qui est aussi un héritage du fait que le corporatisme du début des années 80, il est porté par des techniciens qui sont en fait des anciens, qui sont la bourgeoisie de la profession, qui peuvent avoir 45, 50, 60, 70 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé, tu fais le calcul, mais ils ont travaillé avec les grands maîtres des années 30, etc. etc. Et ils s'affrontent, en fait, moi, les personnes que j'ai, c'est quand même les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants de l'audiovisuel, qui ont 30 ans, mais même des nouveaux entrants du cinéma qui se fritent avec ces anciens encartés, parce que eux, ils vivent dans un contexte où il y a donc déjà cette diversification audiovisuelle qui est en train de se faire. Ils ont déjà des parcours atypiques, eux. D'accord ? Ils sont plus exactement dans les critères de la carte professionnelle, donc soit l'IDEC, soit Vaugirard, puis ensuite deuxième assistant, premier assistant, et puis tant de long métrage, etc., que du long métrage. Enfin vraiment, à l'époque où il y avait que le cinéma qui régnait, quoi. Eux, ils commencent à avoir des carrières un peu bizarres. Il y a je cite un exemple qui est tout à fait caractéristique, c'est il y a un chef-op un peu mythique en France qui s'appelle Pierre William Glenn, qui est mort très récemment, je crois que c'était il y a 2 ans, qui a bossé avec tous les réalisateurs césarisés que vous voulez, d'accord ? Donc, une énorme star. Et ben lui, quand il a commencé, il était contre les installés. Parce que il était justement de cette nouvelle génération qui luttait, en fait, qui a lutté pour avoir sa carte, qui était aussi dans la débrouillardise entre différents types de tournages. Et puis, il n'était pas aussi... se rajoute aussi la dimension... je ne vais pas caricaturer, mais... cette fameuse bourgeoisie de la profession, paradoxalement ou pas, elle était très liée aussi à l'histoire, à la liaison CGT-PCF. Donc ils se vivaient aussi comme les bons communistes. Et ils voyaient tous ces gauchistes, c'est le lexique de l'époque qui arrivait, tu vois. Donc ça se lie un peu au clivage idéologique de l'époque, tu vois. Où donc ils vivaient comme les bons communistes, et donc tous ces gauchistes et d'extrême gauche là qui viennent nous apprendre c'est quoi la démocratie syndicale, tu vois. Ça, à la fin de la rhétorique, c'était ça, tu vois. Donc il y avait ce conflit de génération, il se recoupe avec une dimension science politique un peu, tu vois, avec les clivages dans les terminologies de l'époque, générationnelle, différence de parcours, et donc tout ça produit une crise, et puis genre aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ça a produit une crise syndicale à un moment donné qui se résout en fait dans une division du syndicat en deux. Merci beaucoup à vous, Samuel Zarka. Merci également à Aurélien Thom pour la réalisation technique. Merci au public présent aujourd'hui. Je vais remercier également le comité d'organisation des rencontres du RT14. Donc Cindy Aubrière, Élise Kies-Watine, Tristan Dominguez, Michael Freudenthal, Karim Amou, Lucas Lesport, Guillaume Lurton, Serkan Narmanli, Domiti Seigné, Olivier Vanet et Eun Won. Encore un rappel pour la prochaine séance, ce sera avec Maxime Servul et Sarah L'Écossais autour du livre La couleur des rôles. Cette séance sera animée par Tristan Dominguez et aura lieu le mardi 24 mars, ici même au site Pouchet du CNRS, en salle 124 cette fois, de 16h à 18h. Très bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt.